Bienvenue dans ce podcast consacré au monde associatif, cette espèce en voie d'extinction qu'on continue d'applaudir très fort pendant qu'on lui coupe les vivres. En France comme en Belgique, on célèbre l'engagement, le lien social, la solidarité, surtout quand ça ne coûte rien. Alors, avant que les bureaux ferment, que les salariés disparaissent, que les bénévoles se transforment définitivement en ligne budgétaire négative, prenons quelques minutes pour réfléchir à la gouvernance partagée et aux enjeux de pouvoir dans ce petit monde merveilleux que sont les associations. Bonjour Thibaut. Bonjour Héloïse, comment ça va ? Ça va, je suis un peu stressée de lancer ce premier épisode d'une série de podcasts qui va explorer les rapports de pouvoir dans les associations. On va peut-être juste commencer en se présentant. Est-ce qu'on peut commencer par Comme un lundi, l'association que tu as cofondée ? Oui, moi je m'appelle Thibaut, je suis un des cofondatrices de Comme un lundi ASBL, qui est une association qui est née en 2010 en Belgique, à Bruxelles. Et on était 3 lors de sa création, puisqu'il y avait Sarah, Pauline et moi. Alors les 3 sont toujours présents dans l'asso, mais aujourd'hui on est une association qui emploie 8 personnes. C'est une association d'audiovisuel. On produit des documentaires sonores, c'est-à-dire qu'on produit nos propres documentaires où on accompagne des auteurs et des autrices dans la réalisation de leur création. On anime pas mal d'ateliers d'initiation à la radio, on travaille beaucoup avec la jeunesse belge francophone. On accompagne des structures associatives aussi dans la création de leurs podcasts, et c'est déjà pas mal. Et pour Brûlante, comment ça se passe ? Brûlante, c'est une association de loi 1901 et on est une association d'éducation populaire, de pédagogie féministe. On propose des ateliers, des formations, des événements de sensibilisation à l'égalité des genres. C'est une association qu'on a cofondée à 3 personnes, avec Sunju et Salomé. Et aujourd'hui, on est 4 salariés et une dizaine de bénévoles très actifs dans l'association. Et d'ailleurs, il y a quelques années, Brûlante et Comme un lundi avaient collaboré dans un projet européen autour de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et puis, il y a un an, tu nous as envoyé ce message. Salut l'équipe de Comme un lundi, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé à vous parce que je suis en train de préparer un projet sur les enjeux de pouvoir dans les organisations associatives. Et je me suis rappelé de discussions avec Sarah où on a vu que nos associations, on avait à peu près la même configuration, de 3 cofondatrices qui agrandissent leur équipe, qui se posent des questions sur comment créer des bonnes conditions de travail, comment collaborer ensemble, etc. Et je me demandais si vous aviez envie de rejoindre ce projet. Alors on s'est dit que cette proposition, c'était une bonne opportunité de questionner nos pratiques, de voir comment chacun et chacune, on s'en sort dans nos associations respectives. Et du coup, on a lancé ce projet. On a pu, pendant un an, du coup, réunir du monde à Paris et à Bruxelles autour des questions de rapport de pouvoir, autour des questions de gouvernance de nos associations. Et ce podcast, c'est un peu l'aboutissement d'une année de réflexion et de rencontres autour de ces questions-là. Mais avant de rentrer un peu plus dans les détails des thématiques qui nous intéressent, Thibaut, j'ai envie de te demander un petit peu de me raconter les débuts de Comme un lundi. Eh bien, c'est Pauline et Sarah qui vont le raconter. Moi, je me souviens de la première fois où je t'ai rencontré. Toi et Sarah, c'était au café El Meteco, juste à côté de la Bourse. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Je sais plus ce qu'on a bu. C'était peut-être d'abord un soft, puis c'est parti en bière. Et puis, Sarah est arrivée après. Et c'était très fluide parce que je pense qu'à la fin de la conversation, j'avais été adoptée dans le projet. Si tu repenses au début de Comme un lundi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Mais déjà, on avait 20 ans. Et je pense qu'on avait beaucoup d'envie et qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, on a eu besoin de s'entourer. Et on a fait un peu appel à nos familles dans un premier temps pour nous soutenir là-dedans. Donc, c'était vraiment un projet un peu familial, quoi. On avait chacune réuni des proches. Et c'est quand même une période de bricolage. C'est-à-dire qu'on découvrait, il faut un règlement d'ordre intérieur, il faut écrire des statuts. Je me rappelle du fameux brainstorming où on s'était dit on va changer ce nom provisoire Comme un lundi quand même, essayer de trouver quelque chose qui tient la route. D'avoir passé 1 heure ou 2 à essayer de trouver un autre nom, puis s'est dit en fait on aime bien, on garde. Le fait de créer notre propre asso, ça nous permettait d'avoir un peu comme notre boîte à outils à nous, pour y faire ce qu'on avait envie de réaliser. Ça nous permettait de créer les conditions pour mettre en œuvre nos projets et arriver à les financer. C'était pas réfléchi,
Mais je pense au final que j'ai besoin et envie d'être en projet avec d'autres gens. Et de ton côté, Héloïse, comment tout ça a commencé ? Comme vous, on a commencé autour d'un verre. En fait, j'étais la tutrice de Sunjou et Salomé dans le cadre de mon ancien travail. Et on travaillait ensemble sur un projet d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et ça s'est bien passé entre nous. On est devenus aussi des amis en dehors du travail. Et moi, je pensais depuis un moment au fait de co-créer une association. Et je n'osais pas trop leur demander. Et un soir, pour l'anniversaire d'une collègue, on était au bar, on était un peu pompette. Et là, je me suis lancée, aidée par quelques verres. Et j'ai demandé à Sunjou si elle était d'accord pour créer une asso avec moi. Et tout de suite, ça nous est paru évident d'inclure Salomé. Donc on l'a appelée et Sam nous a très rapidement rejoints dans l'aventure. Combien d'associations se sont créées autour d'un verre finalement ? Peut-être un peu trop. Pourquoi une association ? Je crois que pour nous, c'était un peu une évidence et que dans notre imaginaire, je dois avouer qu'on n'y connaissait en vrai pas grand-chose dans le monde des assos, mais dans notre imaginaire, c'est ce qui correspondait le plus aux valeurs qu'on voulait porter. C'est-à-dire un engagement qui était militant, qui n'était pas là pour l'aspect financier, et aussi ça nous permettait, la structure juridique nous permettait de pouvoir demander des financements et de pouvoir faire des projets, soit dans des structures qui n'avaient pas forcément de fonds pour nous payer, soit des projets qui ne rentraient pas dans une logique lucrative. Parfois j'ai l'impression qu'on crée une asso aussi pour combler un manque. C'est sûr que, en tout cas, on avait une volonté de combler un manque qui devrait être pris en charge peut-être par l'État au niveau des violences sexistes et sexuelles. Et il y avait un engagement aussi personnel qui a fait qu'on a eu envie de s'engager à ce niveau-là et qui répondait aussi, nous, à nos propres besoins et aspirations. Alors ça, c'est pour l'historique de nos deux structures, Brûlante et Comme un lundi à SBL. Et donc, pour préparer ce podcast, nous avons créé à Paris et à Bruxelles des espaces de rencontre entre personnes concernées de près ou de loin par le merveilleux monde des associations. À Paris, qu'est-ce que vous avez mis en place ? On a organisé une formation de 4 jours où on a invité des personnes engagées dans l'associatif qui avaient différents statuts. Donc, il y avait des présidentes d'associations, des salariés, des directrices, beaucoup de femmes et de minorités de genre, en réalité, qui sont venues. Et on a invité une co-animatrice, Nora El-Massioui, qui a intervenu sur les rapports de domination dans cette formation. Et donc, pendant 4 jours, on a exploré un petit peu les différents niveaux de pouvoir qui peuvent se jouer dans les gouvernances associatives. Vous avez pu enregistrer quelques témoignages, on écoute quelques extraits. Et on se retrouvait toujours, en gros, avec 5 meufs, qui étaient les 5 coordinatrices des tiers-lieux creusois. Et on se rendait compte qu'on faisait tout dans le lieu, on était vraiment les petites mains, la conciergerie, etc. Mais que ceux, et je dis bien ceux, qui prenaient la parole sur ces événements, lorsqu'il y avait de la représentation publique, c'était les hommes. Rapidement, se sont créés des espaces à côté du travail pour discuter. Je pense notamment à une situation où c'était une collègue, ça se passait pas bien avec un autre collègue. Et en fait, les choses étaient autour d'avoir une conversation le soir pour débriefer, donner des conseils, parler de son vécu. Et puis en fait, rapidement, ça devient à la pause déjeuner, on en parle. On reste plus tard pour pouvoir en parler. On prend un verre pour débriefer. Et en fait, rapidement, il y a une sorte de travail émotionnel qui se rajoute en compétences en plus. Mais en fait, c'est ni une fonction qui est mis dans sa fiche de poste, on n'a pas été formé pour ça, on n'est pas psy, et donc en fait la structure, c'est pas parce qu'on investit ce temps émotionnel et ce travail émotionnel non reconnu que on est augmenté, valorisé là-dedans et que la structure change. Et donc, on avait de super locaux dans cette structure-là, avec de grandes baies vitrées pour que les locaux soient lumineux. Et donc, l'association nous avait demandé de faire en sorte que ce soit un espace intime et confidentiel. Et voilà. Et j'étais en train de calfeutrer en fait les fenêtres pour pas qu'on puisse voir de l'extérieur. Donc, je mettais des grands tissus
sur les fenêtres et le directeur de structure vient me voir et il me dit c'est quoi que tu prépares? Je dis c'est un atelier d'autodéfense. Et il me dit mais elles ont prévu de le faire nu, l'atelier d'autodéfense? Enfin, à la fin du deuxième entretien, juste la manageuse me balance que, en réalité, c'est un contrat de service civique pour 620 € alors, de 38 heures par semaine pour travailler en plus le soir de 19h à 22h pour lutter contre la précarité étudiante. Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 jours de formation d'atelier? Eh ben, comme on vient de l'entendre, beaucoup de dingueries dans le monde associatif, mais aussi beaucoup de souffrances au travail, que ce soit de par la précarisation du monde associatif, qui fait qu'il est de plus en plus difficile de mettre en place des bonnes conditions de travail, mais aussi des enjeux de pouvoir, notamment au niveau des rapports de domination qui sont encore impensés. Et donc un décalage assez grand entre les valeurs affichées par certaines associations et les pratiques en réel au niveau des équipes. En fait, je pense qu'il faut partir du postulat qu'il n'y a aucun groupe social n'est exempt de reproduire des rapports de domination. IEL, c'est Nora El Massioui, sociologue de formation, consultante et formatrice en égalité. On avait envie de lui demander pourquoi les espaces associatifs n'échappent pas au rapport de domination. Ces mécanismes, ils se reproduisent parce qu'ils demandent déjà qu'on les comprenne, mais qu'on les comprenne d'une manière fine, c'est-à-dire qu'on comprenne quels sont les comportements, les mots, le type d'interaction, le type d'organisation qui vont maintenir ces hiérarchies sociales, même au sein de ces groupes-là, même au sein des associations. Et ça, selon Nora, ça passe par plusieurs chemins. De la formation, des discussions entre pairs, mais aussi accepter de regarder les choses de près. Il s'agit aussi de se demander, moi, où est-ce que je me situe là-dedans? Où est-ce que la société me donne plus de privilèges, plus de légitimité, plus de pouvoir? Est-ce que dans notre manière de nous organiser, on reproduit malgré nous des rapports de domination? Et même quand on met en place des modèles de gouvernance partagés, même quand justement on essaie de questionner les hiérarchies, il faut rester vigilant. Parce qu'une gouvernance plus horizontale ne suffit pas, à elle seule, à faire disparaître les rapports de pouvoir. Il faut les nommer, il faut les mettre au centre de la réflexion. Sinon, ils risquent simplement de continuer à agir, mais de manière plus silencieuse. Quand on est une association, on a souvent des très grandes ambitions, avec très peu de moyens. Ça crée déjà une tension. Souvent, quand on est prise dans ce mouvement, dans ce rythme de travail assez soutenu, c'est là que la vigilance, il faut qu'elle soit accrue, parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut oublier de s'assurer d'une répartition de la parole équitable dans les réunions, par exemple. Ce que Nora observe aussi beaucoup dans les associations majoritairement composées de personnes blanches, c'est que les personnes racisées se retrouvent à porter ce qu'on appelle la charge raciale. Ça veut dire qu'elles ne doivent pas seulement travailler dans un espace où elles sont déjà minorisées, elles doivent aussi, bien souvent, expliquer en quoi les fonctionnements de l'association peuvent les désavantager. La charge raciale, c'est aussi la responsabilité de préserver le confort des personnes dominantes. Donc, c'est-à-dire que s'il y a, par exemple, une femme noire ou racisée au sein d'un collectif de femmes blanches, si elle vit des micro-agressions racistes, par exemple, au sein même de ce collectif, il va y avoir une charge importante qui va peser sur elle de s'assurer que si elle le dit, elles le disent avec le bon ton, elles le disent avec le bon mot, elles le disent en prenant soin. Ce travail émotionnel, on le retrouve aussi dans certains rôles qui semblent anodins, mais qui ne le sont pas vraiment. Bien sûr, personne ne se dit forcément « je veux reproduire ces rapports de domination ». Mais justement, c'est là que ça se loge, dans les petits gestes, dans les habitudes. C'est pour ça que la répartition des rôles est essentielle, et surtout qu'elle ne peut pas rester implicite. Qui prend la parole? Qui anime? Qui prend les notes? Qui décide? Et ça, on peut s'inspirer de plein de travaux, dans les travaux les plus connus et qui sont les plus réappropriés dans les espaces féministes et écoféministes en France notamment. Ça va être le travail de Starhawk sur comment s'organiser. Et c'est vraiment pensé, mais le travail de Starhawk, pour moi, il est précieux si on se le réapproprie pour faire sens à l'espace dans lequel on se trouve, à l'association dans laquelle on se trouve. Et ça, le problème, c'est que dans les assos, on n'a souvent pas le temps.
Différentes formes de pouvoir coexistent dans les groupes collaboratifs. Pour réussir à mener un travail efficace, il est indispensable de comprendre ce qui les distingue. Le pouvoir sûr, le pouvoir coercitif, est une forme de pouvoir qui nous est familière à tous dans le cadre des hiérarchies. C'est le pouvoir qu'une personne ou qu'un groupe exerce sur une autre, pour contrôler les ressources, pour imposer des sanctions et des punitions, pour engager ou licencier. Les groupes collaboratifs promeuvent une forme différente de pouvoir, le pouvoir du dedans, le pouvoir qu'on se donne à soi. Le pouvoir du dedans est un pouvoir créatif. C'est celui qu'on ressent lorsqu'on chante, lorsqu'on écrit, quand on danse ou qu'on crée une œuvre d'art. Lorsque des personnes en possession de ce pouvoir se rassemblent, elles sont en capacité de développer un pouvoir collectif, le pouvoir qui est propre au groupe lorsque nous agissons ensemble. On peut également utiliser ici le terme de solidarité, emprunté aux valeurs de la bonne vieille tradition syndicale. Pour traverser des temps difficiles, nous avons besoin les uns, les unes des autres. Il existe également une quatrième sorte de pouvoir, celui que les groupes ont souvent du mal à appréhender, ce qui peut être source de confusion et parfois de désarroi. Je le désigne sous le terme de pouvoir évêque ou pouvoir social. Mais on pourrait aussi parler d'influence, de rang, de pouvoir symbolique ou d'autorité. Cette forme de pouvoir détermine l'intensité de l'écoute qui vous est accordée dans le groupe, le poids qu'ont vos opinions et le respect que vous inspirez. Les groupes co-créatifs, qui tendent à éliminer le pouvoir sûr et la hiérarchie, ont souvent des difficultés à reconnaître et gérer ce qui relève du pouvoir social. Extrait de Comment s'organiser, manuel pour l'action collective par Starhawk aux éditions Cambourakis. Qui a le pouvoir dans Brûlante, Héloïse ? Eh ben, écoute, je vais te répondre sur 2 niveaux de pouvoir différents. Il y a un pouvoir formel. Donc, on a décidé d'assumer en tant que cofondatrice, une codirection. Parce qu'en fait, même si on avait la volonté d'aller vers une gouvernance partagée, on n'était pas forcément formés et on n'avait pas forcément les moyens financiers. Donc, on s'est dit qu'il fallait mieux qu'on assume une forme de verticalité dans laquelle on pouvait proposer des bonnes conditions de travail plutôt que d'aller vers un projet peut-être plus ambitieux ou trop ambitieux pour l'instant, même s'il y a cette volonté vraiment de partager de plus en plus le pouvoir. Et ensuite, il y a un niveau de pouvoir plus implicite. Et là, pour être tout à fait transparente, c'est vrai que comme je l'ai raconté, l'asso, on l'a fondé entre trois amis, 3 copains, avec moi qui était du coup, qui avait plusieurs années d'expérience. Donc on n'a pas un gros décalage d'âge, mais entre 25 et 30 ans, ça peut faire une différence à ce moment-là. Donc j'étais plus âgée, avec plus d'expérience. Et je pense que ça a créé aussi des résidus de ce pouvoir informel plus tard dans l'association. Donc moi, un rôle qui n'était pas forcément formalisé, et aussi l'aspect très ami. C'est sûr que quand on a dû inclure des nouvelles personnes qui n'étaient pas forcément de notre cercle, il a fallu formaliser des choses, repenser les processus, expliciter les processus, parce que sans le vouloir, on allait quand même créer un environnement qui pouvait être excluant. Voilà. Et je te retourne la question, Thibaut. Qui c'est qui a le pouvoir à Comme un lundi ? C'est un peu pareil. Moi, j'identifie 2 périodes. Il y a la période, les premières années où on est pareil, on n'est que 3, donc on bricole. Parfois, on bosse à côté. Donc, les questions de répartition du pouvoir ne se posent pas à ce moment-là parce que chacun fait comme il peut à 3 et c'est très facile de prendre des décisions à 3. C'est plus simple. Et puis, il y a ce moment de bascule. Après 10 ans d'existence, où l'association va grandir d'un coup. Parce qu'on a des reconnaissances, parce qu'on a des subsides structurels qui tombent, et qu'on a des objectifs à remplir, parce qu'on nous fixe certains objectifs à remplir pour garder cette reconnaissance et ces subventions.
Donc il faut agrandir, il faut des nouvelles compétences. Et là, aucun de nous trois n'a vraiment d'expérience en management. Et en tout cas, il y a une certitude, c'est que aucun de nous trois ne veut reproduire de la violence au travail, ne veut reproduire des systèmes qu'on avait pu subir dans nos autres emplois, quoi. On voulait mettre personne en souffrance, donc on voulait pas faire d'erreur. Et donc on s'est questionné sur comment faire. On s'est très vite rendu compte qu'on pouvait pas improviser. Donc déjà, il y a un membre de l'équipe qui est arrivé, qui est Chris, qu'on entendra un peu plus tard dans l'épisode. Et là, avec lui, on a pu commencer à parler de gouvernance partagée, d'horizontalité. Mais moi, ce terme de gouvernance partagée, je ne l'avais jamais vraiment entendu parler. Je n'avais jamais expérimenté. J'étais vraiment novice. Donc moi, j'ai entendu parler de gouvernance partagée. Je ne sais pas si toi, tu t'en souviens de la première fois dont tu en as entendu parler, mais moi, c'est il y a 5-6 ans que j'ai commencé à m'intéresser à ce système-là. Je sais pas toi, Hello. Ouais, je m'en rappelle. C'est vrai que pour moi, pendant longtemps, dans mon imaginaire, il n'y avait que la hiérarchie plus traditionnelle, verticale. Et en fait, je travaillais dans une association qui, de fait, était verticale puisqu'il y avait une codirection, mais qui employait souvent le terme genre de management horizontal, plutôt. Donc là, c'est une première fois, et aussi qui, en vrai, dans sa manière de faire, était assez horizontale. Donc c'est la première fois que j'en ai entendu parler. Et gouvernance partagée, je travaillais dans un tiers-lieu à Paris qui a eu beaucoup de succès et qui a commencé à générer beaucoup d'argent et qui était composé de nombreuses associations. Et du coup, mais qui était chapeauté seulement par 2-3 grosses associations. Et donc, il y a eu un peu un mouvement des associations pour demander une gouvernance partagée. Et donc, celle-là, c'est la première fois que j'ai entendu parler de gouvernance partagée. Alors, ce qui est marrant, parce que quand je t'entends parler, je me rends compte que, et toi et moi, on est fondateurs, fondatrices de notre structure, qu'on veut tendre vers l'horizontalité, qu'on parle de gouvernance partagée. Pourtant, toi et moi, on prend la parole et nous portons la parole de la gouvernance partagée dans ce podcast. Oui, je pense qu'il y a, il y a plusieurs facteurs, mais tu fais bien de soulever cette question. Déjà, je pense que j'ai été dans des organisations où j'ai pu avoir de la souffrance au travail, liée aux méthodes de management, liée à l'organisation du travail, une perte de motivation aussi quand on a des difficultés dans son travail et qu'on n'a pas vraiment de pouvoir d'action dessus puisque ça repose sur la direction. Donc j'avais déjà ce questionnement personnel et quand j'ai cofondé l'association avec Sonju et Salomé, je me suis vraiment dit que je voulais éviter de tomber dans cet écueil, de penser que parce que j'ai des bonnes intentions, parce que je suis de gauche, je vais créer un environnement de travail horizontal, sans discrimination. Et donc, pour moi, c'était vraiment important que Brûlante en tant que structure, mais aussi que moi, en tant qu'employeuse, en tant que cofondatrice, je participe pas à créer un projet sur lequel je garde la main mise. Et donc, pour moi, ça fait partie un peu des responsabilités des cofondateurs, des responsables associatifs, des employeurs, d'entamer cette démarche de questionner leur pouvoir dans leur structure. Et moi, je tiens à dire que la parole ici que je défends, qui est celle de la vision de Comme un lundi, elle est le résultat de réunions, de mise en place de réflexions au sein de l'équipe. Donc, je pense, en tout cas, je ne sais pas te concernant si c'est le cas, mais moi, je porte la parole, je pense, du collectif de Comme un lundi. Malheureusement, la réalité associative fait qu'on ne peut pas tous être en studio parce qu'on est tous en train de travailler, tous et toutes en train de travailler sur différents projets, qu'on ne peut pas tous et toutes être là à enregistrer le podcast. Mais je pense que si l'équipe pouvait être là aujourd'hui en studio, elle y serait et on pourrait discuter tous ensemble. Alors, on parle depuis un moment de gouvernance partagée. C'est pas toujours simple de savoir ce que c'est que la gouvernance partagée. Alors, je me risque à une petite définition très rapide de ce que c'est. En fait, la gouvernance partagée, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas vraiment ce que c'est un modèle de gestion où l'autorité et les décisions sont distribuées entre tous les membres d'un collectif. Alors, c'est un vaste projet. Ça tient sur quelques principes clés. La répartition du pouvoir. Le pouvoir, il n'y a pas une personne qui a le pouvoir, mais on le divise, on le partage. Et les décisions sont prises par celles qui font vraiment le travail. Il y a aussi un cadre structurel qui est construit ensemble. Il n'y a pas un manager qui décide de comment ça se passe. C'est ensemble qu'on réfléchit. On essaye en gouvernance partagée de diviser, de séparer les rôles des personnes. On structure l'organisation en cercles, comme tu en parlais, Héloïse. On a des rôles plutôt que des fiches de poste figées.
Et un dernier principe clé de la gouvernance partagée, c'est qu'on décide d'une chose s'il n'y a pas d'objection. Voilà. Et si on vous parle de gouvernance partagée dans cet épisode, c'est parce que si à Paris, Brûlante a organisé 4 jours d'ateliers de formation autour des enjeux de pouvoir dans l'associatif, nous, à Bruxelles, on a fait le choix de questionner ce que c'était que la gouvernance partagée pour celles et ceux qui l'expérimentent ou ont envie de l'expérimenter au sein de leur structure associative, au sein de leur coopérative. Et donc toi, Thibaut, vous avez co-organisé les ateliers avec Chris, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Chris. Bonjour Hello. Du coup, Chris, quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer des ateliers que vous avez organisés ? Déjà, ces ateliers, c'était, il faut le dire, assez riche et très très intéressant. C'était 4 jours assez intensifs où on a brassé vraiment pas mal de choses. Donc une des premières choses, c'était vraiment que c'était un processus vivant. La gouvernance partagée, c'était pas on se lève ou on décide à partir du 1er janvier, on va passer en gouvernance partagée. C'est vraiment un processus et une volonté, c'est un chemin qui peut être assez long. Et donc ça demande vraiment des essais, des ajustements. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose de vivant qui évolue. Un autre socle qui est vraiment paru, c'est la transparence. Donc le besoin en fait d'être transparent sur les décisions qui sont prises, sur pourquoi elles sont prises. Et donc ça permet aussi de clarifier certains rôles, d'expliquer pourquoi les décisions sont prises et aussi d'avoir les informations pour pouvoir prendre des décisions et participer à cette gouvernance partagée. Un des autres concepts était aussi que ce pouvoir est au service du collectif. Donc on essaie vraiment de remettre ce pouvoir au centre, d'éviter cette surcharge individuelle. Quelqu'un dans les commentaires disait justement que tout ce temps, cette charge mentale n'est pas spécialement dans le descriptif de fonction au début, mais c'est vrai que chacun prend plus de responsabilités, mais ça libère aussi de la charge mentale individuelle qui est un peu remise dans le collectif. Un autre concept qui est aussi sorti, c'est qu'on n'est pas non plus jeté dans la nature. On a la chance qu'il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui existent. Il y a de la documentation, il y a des processus de gouvernance partagée qui existent. Il y a des prestataires externes, on peut prendre des formations, donc on peut vraiment d'abord se former et donc apprendre, se baser sur des choses existantes et les adapter parce que chaque structure est différente et donc il n'y a pas non plus d'outil parfait qu'on peut appliquer tel quel. Le concept aussi de l'organe d'administration, donc les administrateurs, il faut vraiment aussi qu'ils soient intégrés à cette démarche. Faire bouger la gouvernance d'une asso sans que les administrateurs fassent partie de ce processus, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc en général, il faut qu'il y ait au moins une collaboration à ce niveau-là, ou en tout cas que ce soit une démarche qui soit soutenue, qu'il y ait une volonté commune d'aller vers ça. Et je t'ai dit juste avant, être conscient que c'est quelque chose qui prend du temps, et donc c'est du temps qu'on doit prévoir dans l'organisation du travail, dans le quotidien de l'association, quoi. C'est vraiment une fonction à part entière qui doit être prise en compte. Et donc l'aboutissement de ces moments d'échange, de réflexion, de rencontre, que ce soit à Paris et à Bruxelles, eh bien c'est ce podcast. C'est cet épisode 0 qui est peut-être le début d'une série. On verra. Et vous qui nous écoutez, dites-nous en commentaire s'il y a des thématiques qu'il vous semblerait pertinentes à aborder dans ce podcast qui questionne les rapports de pouvoir dans les gouvernances associatives. Héloïse, merci pour ce premier épisode. De rien, c'était vraiment un plaisir de parler avec vous. Chris, merci. Merci à vous. Est-ce que tu reviens au prochain épisode ? Très certainement, et je dirais pas si, je dirais quand. Et aujourd'hui, il y avait à la technique Angèle qu'on remercie. À bientôt.